bonjour, bienvenue dans le rendez-vous politique des Indes radios, Métro News et LCI. Nous recevons aujourd'hui Valérie Pécresse, députée des Yvelines, candidate aux élections régionales en Île-de-France pour les Républicains. Alors on abordera évidemment cette campagne, vos propositions, les suites aussi du congrès de ce week-end. Avec moi pour vous questionner Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News, et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI. Mais d'abord une question d'actualité qui concerne l'Île-de-France et plus spécifiquement les Parisiens. Le camp de migrants boulevard de la Chapelle vient d'être évacué avec des solutions d'hébergement proposées aux différents migrants suivant leur statut. Vous vous étiez prononcé sur le sujet. Est-ce que cette évacuation et ces solutions sont des bonnes mesures selon vous ? C'était les mesures nécessitées par l'urgence. Je me suis rendue gare du Nord il y a quelques semaines pour justement constater l'état de ce quartier de la Chapelle, qui est la première porte d'entrée de beaucoup d'Européens en Île-de-France. C'est la première gare d'Europe, la gare du Nord. Et voir un bidonville à la gare du Nord, c'est juste totalement intolérable. Donc il fallait évidemment reloger, pour des questions sanitaires, humanitaires, toutes les personnes qui étaient dans ce camp. Mais plus largement, ça pose de manière très crue la question du droit d'asile et du retour dans les pays d'origine d'un certain nombre de tous ces migrants qui aujourd'hui affluent dans nos villes et au plein cœur de Paris. D'accord, en tout cas vous saluez cette évacuation. Bien entendu, et le relogement, mais vous savez, des bidonvilles, on les voit quand ils sont dans Paris, mais il y en a partout dans la région. Il y en a aussi de nombreux ailleurs en France. Je pense notamment à la région de Sangatte. Et je crois qu'aujourd'hui, cette question des migrations doit être une question dont on doit se saisir au niveau européen, et que la seule solution de répartir avec des quotas les réfugiés n'est évidemment pas satisfaisante. Il faut qu'on travaille avec les pays de départ et il faut qu'on attaque très fermement les passeurs. Certains ont proposé qu'on coule un certain nombre de bateaux vides quand on les identifie comme étant des bateaux de passeurs et de trafiquants. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir agir. Alors justement, Marine Le Pen, ce matin, elle est de retour d'une visite en Égypte. Elle estimait que environ 4500 migrants étaient arraisonnés chaque jour en Méditerranée, et que c'était vraiment un problème qui allait s'accentuer encore davantage en Europe. Et elle propose bien sûr zéro migrant en France. Le sujet, c'est que, comme d'habitude, Marine Le Pen surfe sur les inquiétudes et sur les peurs, mais elle n'a pas de solution crédible. La seule solution crédible aujourd'hui, c'est de dialoguer avec les pays d'origine de ces migrants et d'organiser l'aide au retour, et puis aussi d'être extraordinairement ferme dans la lutte contre les passeurs et d'empêcher les bateaux de partir. Et alors, sur le quartier, toujours de la Chapelle, au nord de Paris, qui est décidément dans l'actualité, il y avait aussi le projet de la salle de shoot. Alors, vous étiez contre ce projet de salle de shoot. Elle sera finalement abritée dans l'hôpital Lariboisière. Ça, c'est un bon compromis? Écoutez, c'est une satisfaction, là encore, pour moi, parce que j'avais dit... Vous êtes satisfaite de tout ce qui se passe? Oui, mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est un moment assez merveilleux, les campagnes électorales, parce que c'est un moment de saine émulation. L'opposition dénonce quelque chose qui ne va pas, et tout de suite, la majorité s'en empare. Donc, je me suis jamais sentie aussi utile que maintenant. Et quand je suis allée à la salle de shoot de Lariboisière, qui va être placée à l'hôpital Lariboisière, elle devait pas du tout être située là. J'avais dit que ce qui était scandaleux dans l'ouverture de cette salle de shoot, c'était de ne pas mettre comme objectif principal de ce lieu d'accueil des toxicomanes le sevrage et la guérison. Parce que se droguer, c'est finalement être malade d'addiction. Donc on a besoin de sevrage, on a besoin de lieux de lutte contre les addictions, y compris dans Paris où il n'existe que très peu de lieux qui permettent aux familles et aux toxicomanes d'espérer une sortie de l'addiction. Donc je crois que l'avoir mis à Lariboisière, c'est en tout cas la moins mauvaise des décisions. Maintenant, il faut quand même aussi comprendre que on est ici, gare du Nord, dans un lieu qui est le lieu de tous les trafics, et que moi, je n'aurais pas placé cette salle à cet endroit-là, parce que ça va concentrer tout autour, évidemment, là encore, un certain nombre de trafics, et je crois que c'est, pour ce quartier, quand même une véritable plaie. Mais pour bien comprendre votre pensée, vous trouvez ça plutôt bien, effectivement, que la salle de shoot soit déplacée finalement à l'hôpital Lariboisière, mais finalement, vous ne remettez pas en cause le principe de la création d'une salle de shoot. Si, moi, ce qui me choquait, moi j'ai voté contre les salles de shoot, j'ai voté contre parce que
très très clairement et de manière très affirmée, le projet de la salle de shoot n'est pas le sevrage, n'est pas la sortie des toxicomanes de leur addiction. Mais dans un hôpital, vous dites, c'est mieux, ça aide. Mais le fait qu'il l'ait placé désormais dans un hôpital me paraît déjà être un premier pas dans la bonne direction. Donc si on propose de nouvelles salles de shoot dans des hôpitaux, vous voteriez pour ? Non, je regarderai projet par projet et je vais surtout regarder le bilan de cette expérimentation de la salle de shoot de la Riboisière et voir si effectivement il y a un travail de sevrage et un travail qui est fait pour lutter contre les addictions et la toxicomanie. Si ce travail est fait, alors peut-être que mon évaluation de cette salle de shoot changera. Alors, autre mesure, on verra si vous êtes toujours pour, Frédéric. Parce que je ne supporte pas l'idée de la non-assistance à personne en danger. Voilà ce que je ne supporte pas. Alors, effectivement, vous disiez que les questions de sécurité étaient essentielles dans cette campagne, mais il y a aussi une chose qui préoccupe beaucoup les Parisiens, c'est la pollution. Aujourd'hui, le gouvernement, par la voix de Ségolène Royal, annonce un certain nombre de mesures concernant donc le retour d'une forme de pastille verte sur la base du volontariat pour taxer en quelque sorte ou empêcher les véhicules les plus polluants d'entrer dans certaines zones, mais c'est vraiment sur la base du volontariat de chaque équipe municipale. Est-ce que finalement c'est assez vraiment dissuasif ces pastilles vertes? Est-ce que c'est suffisant? Mais aujourd'hui, il faut s'attaquer au problème de la pollution dans les métropoles, puisque c'est essentiellement dans les métropoles qu'on assiste à des pics. On n'a jamais eu autant de pics de pollution. Le sujet, c'est que mettons tout sur la table. Moi, j'ai entendu parler des feux de cheminée. J'ai entendu parler des agriculteurs. Je ne suis pas sûre que ce soit l'augmentation spectaculaire des feux de cheminée, ni l'augmentation spectaculaire des exploitations agricoles. Je suis en train de plaisanter, évidemment, puisqu'on a plutôt assisté à la destruction de terres agricoles en Île-de-France. Et c'est pas les feux de cheminée aujourd'hui qui sont la première source d'électricité dans l'agglomération parisienne. Une grosse source de pollution, paraît-il. Mais bon. Je pense qu'il faut qu'on fasse un vrai diagnostic de d'où viennent les nouvelles pollutions qui nous assaillent. Et on sait qu'il y a une source de pollution dont personne ne parle, parce que personne ne veut agir contre, c'est les embouteillages routiers. Et moi, je vais mettre le sujet sur la table, parce qu'on n'a jamais eu autant d'embouteillages routiers. L'Île-de-France refuse de financer tout aménagement routier, parce qu'elle considère... Ça veut dire créer de nouvelles routes, de nouveaux autoroutes, créer des nouveaux aménagements routiers pour désengorger un certain nombre de bouchons. Et c'est quoi des aménagements routiers? Les aménagements routiers, ça peut être des tunnels qui permettraient de passer sous un gros bouchon, ça peut être l'arrivée de la 15, par exemple, qui arrive du Val d'Oise et qui n'est pas raccordée au périphérique et qui crée un énorme bouchon à l'entrée de Paris. Donc moi, je crois qu'il faut que nous ayons, un esprit ouvert sur des grands aménagements routiers en Île-de-France. Mais c'est une réorientation complète, parce qu'on va dire créer des aménagements, ça incite à la circulation, et c'est l'inverse de la politique qui a été adoptée jusqu'à présent. Non, mais ça justement, c'est vraiment un discours idéologique et caricatural porté par la gauche depuis 20 ans sur la route. La route, ça dépend ce que vous faites circuler dessus. La route, c'est un chemin. La route, c'est pas un aspirateur à voiture. La route, c'est un chemin. Si vous utilisez ces routes et ces aménagements routiers pour faire une voie supplémentaire et y faire rouler du covoiturage, y faire rouler des bus électriques, y faire rouler des transports en commun ou des tramways, eh bien, cet aménagement routier devient en réalité un vecteur, un chemin pour des transports en commun supplémentaires. Ce serait spécifiquement alors pour des transports particuliers, le covoiturage, etc. L'idée, c'est qu'on étudie la fin des embouteillages en Île-de-France, comment le faire, avec quels aménagements, et évidemment, ça suppose aussi de faire de la place au transport en commun. Parce que là, pour le coup, on est sur du long terme. Votre calendrier, c'est quoi sur ces aménagements? Moi, je veux déjà qu'on ouvre nos esprits sur cette question. C'est-à-dire que je demande, dans le cadre de la loi NOTRe, qui est la nouvelle loi sur les compétences des régions, que les régions puissent avoir compétence sur certains aménagements routiers qui sont d'intérêt régional. C'est très important. Il n'y a pas que en Île-de-France, il y a aussi des contournements de grandes métropoles, à Lyon, à Bordeaux. Il y a des aménagements routiers qui sont d'intérêt régional. Et donc, je vais demander au mois de juin que les régions puissent avoir un droit de regard aussi sur la route, pas seulement sur les transports en commun, parce que pour moi, les deux sont complémentaires. Et parler de pollution sans parler d'embouteillage, je suis désolée, mais il y a un tabou qu'il faut peut-être lever. Oui, alors cela étant dit, c'est quand même des investissements à très long terme et des infrastructures qui mettent un certain temps à être mises en place. Oui, mais vous savez, si on commence pas maintenant, demain sera pire qu'aujourd'hui. Bien sûr, alors, mais et c'est à cause parce qu'on ne l'a pas fait il y a 10 ans qu'on est aujourd'hui dans la situation concernant le dans laquelle nous sommes. Donc, la proposition de Madame Royal, c'est dès le 1er janvier, mise en place de ces pastilles vertes. Est-ce que pour Paris, par exemple, c'est une bonne solution? Est-ce que vous souhaiteriez que la mairie de Paris les adopte?
Mais les pastilles vertes, c'est une solution, mais simplement, attention. Moi, je dis attention, parce qu'on va encore toucher les personnes les plus pauvres, encore toucher les petites PME et TPE, celles qui ont des petits utilitaires diesel, celles qui ont des vieux véhicules. Alors. Donc non, je crois que le plus intéressant dans les propositions de Madame Royal, ça n'est pas sa vignette écologique, parce que tout le monde sait si on a un véhicule polluant ou pas polluant, mais en général, les plus neufs sont les moins polluants. C'est en réalité la prime de 10 000 € qu'elle propose pour le remplacement des véhicules polluants. Ça, pour moi, c'est une mesure intelligente et intéressante. Donc vous donnez quand même un satisfecit à la ministre de l'écologie. Ah mais moi je donne un satisfecit à tout ministre qui fait des propositions qui vont dans le bon sens. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on explique que c'est les feux de cheminée ou... Ça c'était pas elle pour le coup. Oui, mais c'était le gouvernement, excusez-moi, qui a pris quand même un décret. Elle l'a retiré après, quand elle s'est rendue compte que ça faisait beaucoup de tort au gouvernement. Après les voitures, les transports en commun, Christophe Joly. Vous avez annoncé que vous maintiendriez le pass Navigo unique dans l'hypothèse où vous seriez élu, mais que vous présenteriez la facture à Manuel Valls. Est-ce que ça veut dire que vous êtes quasi sûr que le financement n'est pas assuré, malgré la lutte contre la fraude qui permettrait, selon vous, d'assurer le financement du... Alors, le pass Navigo à 70 €, je vais le conserver si je suis élu, parce qu'il n'est pas question de jouer avec le pouvoir d'achat des franciliens. C'est un gain de pouvoir d'achat considérable, et notamment pour les habitants de la Grande Couronne. Attendez, c'est une mesure qui n'est absolument pas financée. Ça coûte 520 millions d'euros par an. 520 millions d'euros. C'est à peu près la rénovation d'une ligne de RER, faut quand même se mettre, par an. Donc, ça coûte 520 millions. On a déjà 200 millions de hausse des impôts sur les entreprises, de versement transport, il manque 300 millions. Donc la seule chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, si la gauche est élue à la région Île-de-France en décembre, eh bien il y aura 300 millions de hausse d'impôts qui suivront l'arrivée de ce pass Navigo. Alors moi, j'ai proposé des modes de financement pour ces 300 millions. D'abord, la lutte contre la fraude. La lutte contre la fraude, c'est plusieurs centaines de millions d'euros en Île-de-France. La RATP et la SNCF estiment entre 200 et 400 millions. Donc ça suffirait à financer quasiment... Si votre proposition de loi est validée. Alors, ça suffirait à financer. Pourquoi aujourd'hui la lutte contre la fraude est une espèce de serpent de mer? Pas parce qu'il n'y a pas de contrôleurs, il y a plein de contrôleurs. Oui, parce qu'ils n'ont pas le droit d'exiger les cartes d'identité, les passeports, exactement. etc. Voilà. Non seulement ils n'ont pas le droit de les exiger, mais les franciliens n'ont pas à les avoir sur eux. Voilà, et votre proposition, c'est qu'on soit obligé de les avoir sur soi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est très simple. On dit, je m'appelle Delpech et j'habite rue de Lubeck, dans le 16e. Voilà. Et voilà. Ce n'est pas mon adresse. Et vous recevez la facture. Mais alors, sur ce point-là, les propositions, si la non, mais c'est vrai, c'est une vraie injustice. Ne passe pas, comment 10% des amendes ferroviaires sont recouvrées, alors que pour un automobiliste qui a son téléphone au volant ou qui grille un radar, c'est 70% des amendes. Qu'est-ce qui vous dit que la majorité socialiste va accepter de voter votre proposition de loi? D'abord, elle est demandée par la SNCF elle-même. C'est la SNCF qui le souhaite, qui l'a demandé. Ensuite, je crois que c'est une mesure de justice. Parce que ceux qui payent pour les fraudeurs, évidemment, c'est les usagers qui prennent leur ticket. Donc, et c'est les contribuables qui payent tous les investissements de la SNCF donc et de la RATP. Vous avez espoir que cette proposition de loi soit effectivement votée. Et c'est peut-être aussi les petites villes rurales dont on va fermer les lignes. Vous avez lu le rapport de Philippe Duron, un certain nombre de petites lignes intercités risquent de fermer faute d'argent. D'accord. Donc c'est très injuste, la fraude. Donc vous croyez sincèrement que cette proposition de loi que vous avez faite sera votée? Écoutez, on est dans une période de saine émulation. J'ai entendu que le gouvernement reprenait la balle au bond et disait que ça allait désormais être sa priorité. Donc je ne peux que me féliciter de voir que ce sujet qui n'était pas une priorité le devienne. D'accord, mais pourquoi présenter la facture à Manuel Valls pour revenir au pass Navigo unique? Parce que finalement, vous allez assurer le financement du pass Navigo. Oui, j'avais dit que je présenterais la facture, mais en réalité, je suis un élu tellement responsable que je me suis dit qu'il valait mieux que je trouve l'argent pour pouvoir partir d'un bon pied si je suis présidente de région. Et puis il y a les jeunes aussi, les personnes qui ont des cartes aussi plus spécifiques. Ah oui, alors le problème de ce pass Navigo à 70 €, c'est que c'est une mesure qui aujourd'hui est injuste. Elle est injuste parce que on a oublié dans le pass Navigo unique de parler des scolaires, des lycéens, des apprentis, et on a oublié aussi de parler des personnes âgées, des anciens combattants et des personnes handicapées qui bénéficient de la carte améthyste. Alors moi, ce que je souhaite, c'est qu'on inclue dans cette logique du pass Navigo unique tous les bénéficiaires de la carte imaginaire scolaire. Alors, les bénéficiaires de la carte imaginaire scolaire, c'est les lycéens, les collégiens et les apprentis. Et il y en a qui se déplacent parfois très très loin. Et pour l'instant, il n'est pas prévu de leur faire un demi-tarif
du pass à 70 €. C'est-à-dire qu'ils risquent de continuer à payer ce qu'ils payent, alors que tout le monde voit le pass VC. Eux, ils risquent de continuer à payer plein pot. Les étudiants auront demi-tarif. Je demande que les apprentis, les lycéens et les scolaires aient aussi ce demi-tarif. Pour les personnes âgées, il y a un problème, c'est que la carte améthyste, elle est facturée en fonction de l'éloignement. De l'éloignement. Et ben moi, je demande, là encore, qu'il y ait une carte améthyste unique en Ile-de-France et qu'on intègre la carte améthyste dans le pass Navigo unique. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, le coût de cette carte améthyste est répercuté par les départements sur toutes les personnes âgées et sur les personnes handicapées. En fait, que le pass Navigo unique, c'est le pass Navigo unique vous savez, pour tous et à demi-tarif pour non, c'est le pass Navigo unique pour tous. Vous avez très bien dit, mais attendez, j'ai calculé, ça coûte juste 20 millions d'euros de plus. Alors, quand la facture est de 520 millions, vous me permettrez de dire qu'une mesure de justice comme ça, qui permettrait aux apprentis, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux anciens combattants et aux lycéens qui ont un lycée très éloigné de chez eux, de bénéficier du pass unique, je pense que ça le mérite. Vous évoquez effectivement des chiffres assez astronomiques, des dizaines de millions, mais on voit par exemple, et vous étiez la semaine dernière au lancement de la prolongation de la ligne 11 du métro parisien. Même pour prolonger le métro, la ligne 11, il y a un problème de financement. La ville de Paris qui devait donner 100 millions ne donne que 11 millions, donc il y a un trou. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en Ile-de-France, rien ne sera possible dans les années qui viennent ? Alors, il faut se méfier, évidemment, surtout dans cette période de campagne électorale, de toutes les promesses mirobolantes qui vont être faites. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai tenu à montrer que j'allais financer le pass Navigo unique. Pourquoi ? Parce que c'est très important, et je le dis à Madame Hidalgo. Si Madame Hidalgo veut que Paris soit moins pollué, il faut qu'il y ait moins de voitures. Si elle veut qu'il y ait moins de voitures, il faut qu'elle respecte ses engagements de financement de toutes les lignes de métro et de RER qui rentrent et qui sortent de Paris. La ligne 11, ça permet de desservir la Seine-Saint-Denis. Il faut que Madame Hidalgo respecte ses engagements, qu'elle donne les 100 millions qu'elle s'était promise à donner. Et c'est pareil pour le RER-E, qui doit être prolongé de Saint-Lazare vers la Défense et vers Mantes-la-Jolie. Madame Hidalgo, Paris doit payer sa part. Paris ne peut pas dire « je bloque les voitures, je veux plus être pollué, mais je paye pas les transports en commun qui sortent et qui rentrent dans Paris ». Alors pour finir sur ces questions de transport, question du bon élève, à notre rubrique, la question du bon élève, qui bénéficie aujourd'hui d'une réduction de 75% dans les transports publics ? Alors c'est la carte solidarité dans les transports. Alors il y a toute une série de bénéficiaires, essentiellement des personnes qui ont des très petites ressources, ceux qui ont moins de 7 000 € par an de revenus. Mais oui, c'est dans le cadre de la loi SRU, effectivement. Oui, mais je suis très hostile au fait que ces 75% de réduction soient aussi donnés aux étrangers en situation irrégulière qui sont sur le sol français. Mais comme ils sont, c'est pour tous les titulaires de l'AME, hein, effectivement, l'aide médicale d'État, et donc du coup c'est eux parmi les autres. Donc vous voulez laisser pour les autres et supprimer pour les Oui, mais étrangers, mais pour une bonne raison, c'est que j'allais dire les étrangers en situation régulière, les Français, ils ont des feuilles de paye. Donc, ils peuvent justifier de leurs revenus. Donc, on leur fait une mesure qui est s'ils n'ont des tout petits revenus, une tarification sociale. Comment est-ce que vous contrôlez les revenus d'un étranger en situation irrégulière ? Vous ne le contrôlez pas. Donc, en réalité, on fait, j'allais dire, un avantage pour les étrangers en situation irrégulière. Et j'ajoute que je ne vois pas pourquoi il y aurait une quasi-gratuité des transports pour un étranger en situation irrégulière. Je comprends bien. L'aide médicale d'État, c'est humanitaire. La scolarité gratuite, c'est le modèle français. Les enfants n'ont pas à subir le statut de leurs parents. Mais en revanche, le droit de prendre les transports gratuitement, ça n'est pas un droit dans la République, qu'ils payent plein pot comme les autres. Christophe Joly. Vous avez rédigé, dans le cadre des élections, une charte pour une nouvelle éthique politique que vous demandez à vos concurrents de signer. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment une priorité pour les Franciliens ? Ah oui, c'est une absolue priorité. Mais c'est même une absolue priorité. Parce qu'on parle des embouteillages, on parle de la pollution, non, la charte éthique, c'est une priorité parce que derrière cette charte éthique, il y a l'idée d'une région exemplaire et modeste. Modeste dans son train de vie. Je suis désolée, mais je propose le déménagement du siège de la région de l'autre côté du périphérique pour faire des économies. Là encore, ça se chiffre en dizaines de millions d'euros d'économies de loyer, puisqu'on est au cœur du 7e arrondissement, dans des hôtels particuliers magnifiques. Donc, je propose qu'on déménage. Je propose une région modeste, c'est ma charte éthique. 3 fois moins de voitures de fonction. Je propose que tous les billets d'avion soient rendus publics, tous les voyages, qu'on en fasse un minimum, qu'on arrête. Vous savez, il y a pas mal de tourisme qui se fait dans les collectivités locales. Je veux qu'on arrête cette gabegie. Et puis, je veux une charte éthique pour qu'on s'engage à ne plus recruter
sa famille quand on est conseiller régional dans un emploi régional, à se donner des logements à soi-même quand on est conseiller Et pourquoi régional. demander à vos concurrents de la signer? Il suffit de vous l'appliquer à vous-même. Nous l'appliquerons. Voilà. Ça, c'est sûr. Je demande à mes concurrents de la signer parce que je veux que tout le monde s'engage dans Vous cette les démarche. soupçonnez d'être éthique. immodestes ou Non, je ne les soupçonne pas, j'ai des faits. J'ai la façon dont la région a été gérée depuis 17 ans, où effectivement, la présidente de la commission logement s'est attribuée un logement social, où un certain nombre de conseillers régionaux ont fait embaucher leurs enfants au conseil régional. Donc ces pratiques sont aujourd'hui des pratiques répandues. Et c'est ces pratiques-là auxquelles je veux mettre fin. Et je veux aussi une commission de déontologie qui vérifiera les patrimoines, les conflits d'intérêts pour les élus. Je vous rappelle que nous avons quand même des élus qui ont été condamnés dans le cadre de la mandature, qui sont toujours en exercice. Il y a aussi des élus de droite. Il y a une polémique d'ailleurs avec votre équipe de campagne et Claude Barthelone, lorsque Claude Barthelone a dit que Michel Giraud, l'ancien président de la région, avait fait de la prison, alors qu'en réalité il avait été condamné pour de la prison avec sursis. Est-ce que tout de même, est-ce que s'engager dans une polémique sur un sujet aussi sensible avec le Claude Barthelone, est-ce que ce n'est pas un peu mettre le doigt dans cet engrenage justement? Mais c'est très important ce que vous dites. Moi, je voudrais qu'on tourne la page. C'est pour ça que j'ai proposé une charte éthique. C'est pour qu'on laisse derrière nous tout ce qui s'est passé avant. Mais j'aimerais quand même rectifier quelque chose. L'affaire des marchés publics d'Île-de-France, qui a eu lieu il y a 20 ans, est une affaire dans laquelle ont été condamnés, avec sursis, Michel Giraud, le président de droite, le trésorier national du Parti socialiste, le trésorier national du Parti communiste et le trésorier national du Parti républicain. Parce que les 4 partis avaient utilisé ces marchés pour se financer. C'était il y a 20 ans. Il n'y a pas de quoi en être fier, mais les 4 partis, les 4 grands partis qui siégeaient au conseil régional ont touché tous des dizaines de millions d'euros. Donc je propose à mon adversaire socialiste de ne pas en faire une calomnie ou une injure vis-à-vis de la droite, parce que ça risquerait de l'éclabousser lui aussi. C'est pour ça qu'il faut qu'on tourne la page. C'est pour ça qu'on a besoin de cette charte Claude éthique Barthelone a essayé d'instrumentaliser cette affaire. Il a calomnié en disant Michel Giraud, qui n'a jamais fait de prison. Calomnier un mort, permettez-moi de vous dire que c'est une ligne rouge que moi je ne franchirai jamais. Et par ailleurs, même si c'est très choquant, il a oublié une partie de l'histoire, qui est que le trésorier national du Parti socialiste, le trésorier national du Parti communiste ont eux aussi fait l'objet de la même condamnation. D'accord, donc vous lui retournez... Non, je dis, quand on veut être propre et quand on veut une région propre, eh bien, on n'accuse pas les autres de ses propres turpitudes, Nemo à auditour, et j'ajoute qu'il faut signer la charte éthique parce que c'est la seule façon de retrouver la confiance. Christophe Joly. En 2010, vous étiez déjà candidate, vous aviez perdu. Que vous a-t-il manqué alors et à tout que vous auriez aujourd'hui? Beaucoup de choses. D'abord, j'ai été ministre et candidate et je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne comprend qu'on fasse 2 choses en même temps. Je crois que aujourd'hui, mon engagement pour la région, tous les Franciliens savent à quel point... Vous n'êtes que candidate. Mais à quel point il est authentique et sincère. Je veux aujourd'hui me consacrer pleinement à cette région. Je démissionnerai de mon mandat de député si je suis élue. Je ne serai jamais ministre en 2017 et je ne serai pas non plus candidate à la primaire présidentielle de 2016. Je serai à 100% pour la région. C'est ta première réponse. La deuxième chose, c'est que je me suis plongée dans la réalité de cette région. J'ai fait ce que mon mentor Jacques Chirac avait fait en 94. Le tour de tous les lieux emblématiques de la région. J'étais encore la semaine dernière pour quelques jours dans une PME que j'avais pas eu le temps de faire. Donc vous avez fait une demi-campagne en 2010? Non, c'est pas ça, mais j'étais arrivée 6 mois avant, comme aujourd'hui certains de mes adversaires, c'est-à-dire j'étais arrivée en disant voilà, je suis candidate. C'est pas comme ça aujourd'hui que ça marche. Aujourd'hui, une région qui a 12 millions d'habitants, un projet pour une telle région, ça se mûrit. Ma charte éthique, c'est le fruit de 4 ans de réflexion sur ce que doit être la déontologie d'un élu. Ma proposition sur les transports, c'est le fruit d'heures de dialogue avec les contrôleurs, de visites dans les gares, de journées passées dans les RER. C'est ça, aujourd'hui, qui nourrira mon projet et je vais faire un certain nombre de propositions qui seront le fruit de toutes ces heures passées avec les Franciliens. Alors, il y a autre chose qui pourrait vous aider, parce que les solutions sont en eux. Moi, je vais être la candidate des solutions concrètes. Je ne politiserai pas cette campagne. J'entends les gens qui disent... Vous l'avez un peu fait quand même. En demandant à Claude Barthelone de démissionner de l'Assemblée nationale, par exemple. Non. C'est un peu politisé le débat. Non, parce que, vous savez, il y a une règle dans la démocratie.
La règle dans la démocratie, j'ai pas demandé à Claude Barthelone de démissionner. J'ai dit qu'à sa place, je démissionnerais. Non. Substance. Non. Il y a une règle dans la démocratie, c'est que les candidats doivent être placés dans une situation équitable en termes de moyens par exemple, pour faire campagne. Quand Nicolas Sarkozy fait campagne en disant Bartholande, par exemple, une sorte de slogan pour dire que Monsieur Barthelone représente en fait le candidat de François Hollande, donc une formule un peu raccourcie, et il l'a qualifié de Bartholande. Vous reprendriez ce slogan? Mais écoutez, moi je suis une candidate des solutions. Moi, ce que vous allez entendre dans ma bouche, ce sera effectivement comment lutter contre les injustices au pass Navigo, comment financer un pass Navigo à 70 € sans augmenter les impôts, comment faire pour revitaliser le tissu rural qui est oublié, comment casser les ghettos franciliens. Eh bien, vous aurez des propositions. Pas de réponse à cette formule? Non, si, je réponds. Nicolas Sarkozy est le président de ma famille politique, les Républicains. Il considère aujourd'hui que Claude Barthelone, qui n'a pas été désigné par les militants socialistes, mais par François Hollande, est le candidat de François Hollande. Alors, sur autre chose qui pourrait vous aider, c'est cette fameuse union avec l'UDI. Alors, il y a une dizaine de jours, vous disiez optimiste sur la possibilité de trouver un accord avec Chantal Joanneau très rapidement. Finalement, rien. Qu'est-ce qui bloque? Écoutez, aujourd'hui, c'est très simple. Chantal Joanneau et moi, nous sommes des partenaires. Nous allons nous retrouver au plus tard le soir du premier tour. Oui, d'accord, mais avant, il devait y avoir une alliance avant. Je respecte mes partenaires. Je veux que cette alliance, si elle se fait, elle se fasse sur des projets. J'ai parlé à Chantal Joanneau de ma charte éthique. Je lui ai dit, si tu veux que nous fassions une liste commune, il faudra signer la charte éthique. Elle va la signer? Elle m'a parlé. Elle a 3 points. Elle a 3 points non négociables: taxe poids lourd, apprentissage des adultes dans les PME et un outil régional sur le logement. Est-ce que vous êtes prête à reprendre ces points? Alors, sur la taxe poids lourd, je lui ai dit que je n'accepterais qu'une taxe sur les poids lourds en transit en Île-de-France. Parce que c'est ceux qui nous traversent et qui nous polluent sans que nous en ayons aucun bénéfice, qui doivent être taxés par les camions qui sont à destination de l'Île-de-France et qui permettent à l'activité économique de l'Île-de-France de se faire. Donc si c'est une taxe transit, je suis tout à fait favorable à cette taxe. Je l'ai d'ailleurs moi-même réclamée il y a quelques mois. Je suis prête, moi, je vous l'ai dit, à faire l'union dès le premier tour, mais c'est le choix des centristes. Ça n'est pas le mien. Et moi, je n'imposerai jamais mes choix à personne. Je suis profondément respectueuse de mes partenaires. Ce sera leur choix et c'est à eux de dire leur choix. C'est aussi le choix du parti Les Républicains, puisque c'est un accord global avec l'UDI qui demande 3 têtes de liste sur l'ensemble des circonscriptions, enfin des régions françaises. Alors Nicolas Sarkozy propose régions françaises incluant les départements et territoires d'outre-mer. Est-ce que pour vous, c'est la solution éventuellement qui pourrait être proposée à l'UDI? Les accords nationaux, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est que Chantal et moi, nous ayons une dynamique commune pour porter l'alternance. Je ne comprends pas très bien du coup si c'est l'accord national qui bloque ou si c'est entre vous sur ces propositions que ça bloque. Vous étiez très optimiste, vous l'êtes moins, donc on s'interroge. Moi sur le fond, je suis totalement d'accord avec le diagnostic de Chantal Joanneau, qui est qu'il y a une urgence sociale et une urgence écologique en Île-de-France. Les inégalités n'ont jamais été aussi grande, c'est le grand échec de la gauche. D'accord, mais pourquoi ça n'a pas encore été annoncé alors Mais parce que vous l'avez dit vous-même, il y a la volonté et la bonne entente sur le terrain entre Chantal et moi, et puis il y a un accord national qui se fera ou qui ne se fera pas. Ah, donc c'est pas entre vous, c'est pas le problème entre de reprendre les propositions de Chantal Joanneau, etc. C'est le problème de l'accord national, c'est ça. Écoutez, je n'en sais rien, je n'en sais pas plus que vous. Aujourd'hui, moi, je suis tranquillement en train de dérouler. Vous venez de dire. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous dis que aujourd'hui, il y a une parfaite entente entre Chantal et moi, que nous nous retrouverons au plus tard le soir du premier tour, que c'est son choix de faire une liste ou pas avec moi, et que je ne sais pas aujourd'hui, quel sera son choix final. D'accord. Bon, alors, oui, ça c'est pas très clair. Je suis respectueuse. Voilà. Je veux une campagne respectueuse et avec mes adversaires, avec mes partenaires. Bon, alors, Valérie Pécresse, invitée du rendez-vous politique des Indes Radio Métro News et LCI. On va évoquer maintenant la question des Républicains et une décision qui vient de tomber sur la réorganisation du parti, Frédéric. Enfin, la réorganisation ou le non-changement d'organisation. Oui, alors on avait cru comprendre effectivement que Nathalie Kosciusko-Morizet était menacée dans son poste de numéro 2. Finalement, non, puisque les Républicains viennent d'annoncer que l'organigramme bougeait pas beaucoup. Numéro 2, Nathalie Kosciusko-Morizet. Numéro 3, Laurent Wauquiez. Et puis numéro 4, Éric Woerth, qui fait donc son entrée dans la direction. Est-ce que finalement vous appeliez dès hier à ce que Nathalie Kosciusko-Morizet reste à son poste? Est-ce que vous êtes satisfaite? C'est la bonne solution? Oui, parce que
je crois que les Républicains doivent s'élargir et certainement pas se rétrécir. Je crois que l'arrivée d'Éric Woerth, qui a fait l'objet d'attaques absolument ignobles pendant 5 ans, qui ont entaché son honneur, il n'a bénéficié d'aucune présomption d'innocence. Et de ce point de vue, d'ailleurs, nos adversaires socialistes devraient se souvenir de tout cela et en tirer les leçons, parce que je crois que c'est très important, la présomption d'innocence dans la République. Aujourd'hui, l'équipe des Républicains est en ordre de marche. Et de ce point de vue, Nicolas Sarkozy a fait le bon choix. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Nathalie Kosciusko-Morizet était menacée? Je ne sais pas si elle était menacée. Je l'ai lu dans les journaux. Il s'est dit que Nicolas Sarkozy n'était pas très content de prise de position un peu trop indépendante de la ligne du parti. Je n'ai aucune information autre que celle que j'ai lue dans la presse sur ce sujet. Pour aller un peu plus loin, quand même, donc vous êtes contente qu'elle reste numéro 2. Est-ce qu'elle doit continuer à avoir sa liberté de parole? Nous avons tous notre liberté de parole. Maintenant, il faut trouver un bon équilibre entre la liberté de parole et l'intérêt collectif. Et est-ce qu'elle avait trouvé ce bon équilibre? Écoutez, j'imagine que Nicolas Sarkozy le pense, puisqu'il l'a renouvelé à son poste. Moi, vous savez, aujourd'hui, ce que je tiens à dire à tous les ténors de ma famille politique, c'est que nous avons un vrai combat électoral à gagner. Ce combat électoral s'appelle les régionales. C'est pas des petits montants, c'est pas des petits enjeux. La région, c'est le développement économique, c'est les transports, c'est l'emploi. Aujourd'hui, on a 3,5 millions de chômeurs. Donc le sujet, c'est qu'on doit être rassemblés, on doit être unis, et il faut pas partir à la primaire trop tôt. D'accord, mais alors justement, quand même, sur la primaire, Christophe Joly. Vous soutenez François Fillon. Ce week-end, une passe d'armes entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. L'un dit avoir le parti, l'autre l'opinion. François Fillon n'a ni l'un ni l'autre. Il n'est plus très audible aujourd'hui. Est-ce que vous êtes toujours filloniste? Il y a mes convictions profondes. Ma conviction profonde, c'est que la France a besoin de réformes, et de réformes profondes et structurelles. Aujourd'hui, François Fillon travaille et il propose des réformes très importantes. D'ailleurs, sur l'emploi des jeunes, encore la semaine dernière, il a proposé une réforme totale des systèmes de formation professionnelle où les entreprises pourraient internaliser la formation et pourraient garder l'argent. On ne l'entend pas, moi je l'entends. Et j'entends ces propositions pour la France. Et je crois que Et vous le soutenez toujours donc. Je soutiens cette voie réformatrice. On n'est pas au moment de la primaire, je vous l'ai dit. Je n'ai pas pris parti pour l'un ou pour l'autre dans une primaire qui n'existe pas, dans laquelle je ne connais même pas aujourd'hui. Mais il a la bonne démarche. Mais c'est la démarche qu'il faut suivre. Et puis c'est surtout le bon diagnostic et les bonnes propositions. Donc vous adhérez à pour ces la propositions, France. retraite à 65 ans, retour aux 39 heures, toutes ces propositions qu'il y a faites, vous adhérez? Mais parce que le travail n'est pas récessif. Voilà, on parle aujourd'hui d'une logique austéritaire. On nous dit on va faire une politique d'austérité. Non, le travail c'est pas récessif. Si on donne tous un tout petit peu plus de nous-mêmes, si on donne tous un petit peu plus d'heures de travail, si on accepte tous de se dire que l'intérêt général, l'intérêt du pays le nécessite. Moi, je crois qu'on se retrousse les manches et on y arrivera. Et à la région Île-de-France, ce sera la même chose. Moi, je vais demander aux Franciliens de m'aider aussi sur cette question de l'emploi des jeunes. On n'y arrivera pas. On s'en sortira pas. Mais sur les propositions de François Fillon, si les entreprises refusent de prendre des apprentis parce que c'est trop difficile de les former, si les entreprises refusent de prendre des stagiaires parce que c'est quand même très compliqué d'avoir un stagiaire dans les pattes, si personne ne veut se parler, si personne ne veut faire des efforts, on n'en sortira pas. Donc on peut dire que vous êtes encore filloniste aujourd'hui, on peut le dire ou pas? Il peut compter sur votre soutien. Écoutez, moi je me sens très proche du diagnostic et des propositions de François Fillon, toujours aujourd'hui, et je considère qu'il travaille, et je considère que les Républicains doivent aujourd'hui se mettre eux aussi au travail. Alors donc, comme François Fillon. La primaire, puisque vous en touchiez un mot, dimanche Jean-Pierre Raffarin souhaitait que ce soit une primaire finalement qui départage vraiment les mieux placés, autrement dit peut-être 2-3 personnes, pas plus, et Jean-Pierre Raffarin, toujours lui, souhaitait éviter qu'il y ait une flopée de candidats qui fassent des candidatures de témoignage dans cette primaire. Quelle est votre position? Est-ce que ça doit être une primaire qui doit se restreindre à un match ou éventuellement un trio, incluant peut-être François Fillon, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, ou au contraire, tout le monde a vocation à être candidat? De toute façon, il y aura un petit filtre. Il y aura un filtre militant et un filtre d'élus. Donc, moi, je pense que c'est l'esprit de responsabilité des élus serait effectivement qu'on ne multiplie pas au-delà du raisonnable les candidats. Après, au-delà du raisonnable, ça laisse une marge entre 3 et 10.
D'accord, mais c'est quoi le raisonnable alors? Mais on verra qui sera candidat, on verra quelle sera la situation en 2016. Donc vous avez dit et on verra que surtout... vous ne serez pas candidate si vous êtes élue présidente de la région Île-de-France. Bien entendu que non. Si par hasard vous n'étiez pas élue, mais c'est une hypothèse dans laquelle je ne me place pas, Monsieur Delpech. Donc mais j'y vais pour gagner et j'y vais pour changer la région parce que je crois vraiment qu'elle a besoin d'une autre direction. Et Nathalie Kosciusko-Morizet peut parfaitement être candidate à la primaire. La question se posera à moi comme aux autres élus qui devront parrainer des candidats à la primaire. Qu'est-ce que ce candidat apporte comme idée neuve? Qu'est-ce qu'il apporte comme plus au débat et qu'est-ce qu'il apporte comme leadership? Et ces trois questions, on se les posera et on y répondra en responsabilité. Il n'est pas question de donner un parrainage à un élu qui n'apporterait pas un plus dans la primaire. Et pour l'instant, qui en apporte? Mais on verra, on verra. Et alors, sur les thèmes, vous avez parlé des propositions économiques. Il y a aussi une thématique dont on parle beaucoup, c'est les questions de la laïcité, l'attitude face à l'islam. Nicolas Sarkozy qui s'est déclaré contre les menus de substitution à la cantine, qui existent dans de nombreuses écoles, contre le voile à l'université, ce qui a donné lieu à des passes d'armes avec Alain Juppé. Alors, que pensez-vous de la position de Nicolas Sarkozy sur ces sujets? Est-ce qu'il ne parle pas trop de l'islam? Nous avons un vrai sujet aujourd'hui qui est le lien social, c'est comment vivre ensemble. Et moi, je vais lutter contre tous les communautarismes. Et cette question, elle est particulièrement sensible en Île-de-France. Nous sommes une région monde. Nous sommes une région monde. Et il y a, dans cette région Île-de-France, énormément de Français de confession musulmane qui se retrouvent totalement dans les valeurs de la République et qui refusent le repli communautaire. Et aujourd'hui, je crois que c'est à eux qu'il faut donner la parole aujourd'hui. Oui, mais du coup, la manière dont Nicolas Sarkozy s'y prend, parce que Alain Juppé dit, finalement, il faut arrêter de dire que porter un foulard sur la tête est un scandale. On sent bien qu'il y a tout un débat à l'UMP sur cette attitude. Mais il y a en revanche un scandale républicain, c'est que la loi Burqa, qui interdit le port du voile intégral dans la République, n'est pas assez appliquée. C'est pas qu'elle n'est pas assez, elle n'est pas appliquée du tout. D'accord. Moi qui, comme vous le savez, parcours l'Île-de-France, je peux en témoigner. J'ai interpellé Manuel Valls sur la question, il a refusé de répondre. Il a refusé de répondre sur l'application de la loi de la République. Il m'a dit que c'était une question provocatrice. Alors, on n'a pas la même conception ni de la République, ni des droits des femmes. Je demande à tous les membres du gouvernement et les parlementaires qui les soutiennent de faire appliquer la loi de la République parce que c'est comme ça que ça commence le vote extrême. Le vote extrême commence quand la République recule. Et parler d'islam, les propositions de Nicolas Sarkozy, c'est ce qui est justement contre les menus de substitution, le voile à l'université, vous soutenez? Alors sur les menus, vous savez que la région a la responsabilité des lycées. J'ai dit quelle était ma position. Il y aura du porc et il continuera à y avoir du porc dans toutes les cantines. La question, c'est d'avoir plusieurs menus. C'est une vraie question. Arrêtons de nous voiler la face, si je puis dire. C'est une vraie question aujourd'hui dans les cantines. Nous continuerons à avoir du porc dans les cantines et nous n'aurons pas de menu communautaire et religieux dans les cantines. Donc vous êtes sur la ligne de Nicolas Sarkozy, là. Non, et en revanche, je proposerai, puisque c'est pas une question de menu de substitution, je proposerai la diversité alimentaire dans les selfs des lycées. Pourquoi la diversité alimentaire? Parce que je suis une maman et que je veux, dans les lycées dans lesquels j'accueille les lycéens, qu'ils puissent tous avoir des protéines au repas. Donc il puisse y avoir des menus de la végétariens, diversité. Il y aura des menus sans porc et des menus avec porc. Il y aura des menus de la diversité alimentaire dans les selfs. Mais c'est pas une question de menu substitution puisque de toutes les façons dans les selfs il y a plusieurs menus. Oui, c'est ça. Mais c'est la diversité alimentaire. Moi je suis pour la diversité alimentaire parce que vous savez, si on supprime la diversité alimentaire et dans certaines cantines les menus de substitution, on n'aura plus de porc à la fin. D'accord. Et c'est ça qui serait contraire à la tradition française. D'accord. Christophe Joly. Une réaction à un sondage récent qui dit que 72% des Français ne souhaitent pas que Nicolas Sarkozy se représente en 2017. Pourquoi autant de Français ne souhaitent pas le voir se représenter, selon vous? C'est beaucoup. 77% ne veulent pas de François Hollande, mais 72% de Nicolas Sarkozy. Je pense que peut-être le sujet, c'est de construire la France de demain. Et construire cette France de demain, il faut avoir des idées neuves. Mais moi, je suis assurée que Nicolas Sarkozy va s'atteler, dans la préparation de sa primaire, à amener des idées neuves dans le débat. Je suis persuadée que tous les candidats de la primaire amèneront des idées neuves. Mais là, ça s'apparente à un rejet. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est, dans le cadre des régionales, commencer à apporter ma petite pierre. Parce que vous savez, qu'il n'a pas rien qu'au niveau des régions, c'est parce qu'il n'a pas apporté d'idées. On peut parler d'idées neuves. Pour l'instant, les Républicains, c'est un point de départ. Il a fallu reconstruire un parti, remettre tout le monde autour de la table, changer le nom. Maintenant, le sujet, c'est pas seulement de remettre tout le monde autour de la table, c'est d'apporter des idées neuves. Est-ce que c'est aussi lié à sa personne, au-delà des idées? Écoutez, ça, c'est la primaire qui le dira. Mais vous savez, on va avoir un processus très démocratique pour désigner notre candidat. Et moi, ce que je ressens,
Et ça, c'est un très bon signe démocratique. C'est que beaucoup de Français ont envie d'aller à la primaire. Beaucoup de Français sont convaincus qu'ils ont quelque chose à dire et on verra en 2016 quand on voit le le résultat. faible nombre de militants UMP qui sont venus au congrès fondateur samedi, on peut pas dire que pour l'instant ça déplace encore les foules. Les Républicains ne déplacent pas les foules. Vous savez, aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de payer les transports et ça change énormément de choses pour l'organisation d'un congrès. Alors, Valérie Pécresse, invitée du rendez-vous politique des Indes-Radios, Métro News et LCI. Il nous reste un peu plus de 10 minutes d'émission. On va passer maintenant aux questions des radios. Alors, on commence avec Paul Satis de la région Lyon Première, de la radio, de Lyon et de la radio Lyon Première. Il est question justement des régionales en Ile-de-France. On en a parlé et plus généralement aussi. Bonjour Madame Pécresse. Bonjour. Le président de l'UDI avait affirmé que la présence d'une liste UDI en Ile-de-France était non négociable. Alors il semble que désormais on négocie beaucoup. Au contraire, est-ce que vous souhaitez vous faire alliance dès le premier tour avec Chantal Jouanneau? De manière plus générale, faut-il une union de la droite et du centre partout en France pour cette élection, comme par exemple chez nous en Rhône-Alpes, avec des personnalités beaucoup plus clivantes comme l'est Laurent Wauquiez? Alors, vous avez répondu au début de la question, mais à la fin de la question. Le sujet pour moi, il est simple. Les électeurs aiment nous voir unis. Ils aiment nous voir unis. Ils ont aimé nous voir unis au municipal. Ils ont aimé nous voir unis au départemental. Encore ce week-end, nous avons gagné la ville de Chenevière dans une municipale partielle avec un élu qui était MoDem soutenu par l'UDI et par l'UMP. Donc je crois que les électeurs souhaitent cette union et la souhaitent le plus rapidement possible. Donc moi, j'y suis prête. Je suis prête à faire cette union. Et je suis dans une démarche d'union, mais là encore, je l'ai dit, cette démarche, elle dépend aussi de mes partenaires centristes. Mais je suis prête aussi, et ça je ne l'ai pas dit, à faire l'union, non seulement avec l'UDI, mais à faire l'union avec tous les centres, tous ceux qui souhaitent une autre politique pour l'Île-de-France, tous ceux qui ne se résolvent pas au déclin, à la montée des inégalités, à la montée du chômage en Île-de-France. Vous avez pris des contacts avec Marielle de Sarnez? Moi, vous savez, j'ai des contacts avec l'ensemble de la classe politique francilienne depuis longtemps. Mais ça réagit. Oui, le MoDem francilien a dit qu'il serait tout à fait prêt à ce que nous discutions d'une liste d'union. Mais bien évidemment, je ne peux pas faire l'union avec un seul des deux centres. C'est ou les centres ou pas d'union. Alors, il y a quand même certains de vos amis qui ne veulent plus entendre parler de François Bayrou, qui avaient voté pour François Hollande quand même. Mais ce qui est clair, c'est que moi, ceux qui me rejoindront sur un positionnement qui sera un positionnement très clair. C'est un positionnement sur un certain nombre de valeurs, d'autorité, de liberté, de justice, de lutte contre l'assistanat, de lutte contre la gabegie, d'éthique. Ces idées, ces valeurs sont mes valeurs. Donc si on se retrouve sur ma liste, c'est qu'on partage mes valeurs et qu'on souhaite l'alternance et qu'on refuse de laisser plus de 17 ans la région à la gauche. Autre question sur les régionales, celle de Pierre Morer de Radio Dreckland. Bonjour Madame Pécresse, les élections régionales se tiendront au mois de décembre prochain. Vous êtes déjà engagée en tant que tête de liste UMP pour l'Île-de-France dans la campagne pour ce scrutin. Voter en décembre, une habitude que n'ont pas les Français. Alors selon vous, est-ce que cette mesure risque-t-elle d'avoir un impact sur la participation ainsi que sur la couleur politique des futures assemblées? Des changements majeurs pourraient-ils se produire? Merci. Bien évidemment, je trouve que cette date est particulièrement mal choisie. Elle est d'autant moins bien choisie qu'elle va tomber en plein milieu de la grande conférence sur le climat, qui est un événement majeur, non seulement pour notre pays, mais pour la planète. Donc je considère que ces élections ont été sciemment placées à une date qui favorise l'abstention massive. C'est pour ça que je dis à tous les Français qui nous écoutent, cette élection régionale est importante. Les régions, vous savez pas ce qu'elles font. Et en réalité, elles font énormément pour votre quotidien. Que ce soit en finançant du logement, des transports, en aidant les entreprises, l'université, la recherche, les lycées, l'apprentissage, la formation professionnelle. Une région peut faire énormément pour vous et donc vous ne pouvez pas vous désintéresser de ces milliards d'euros de vos impôts qui seront utilisés dans les régionales. Donc écoutez les candidats, votez au régional, c'est mon message. Et d'ailleurs, on va peut-être pouvoir continuer à s'inscrire sur les listes jusqu'au 30 septembre, c'est le souhait du gouvernement. Donc inscrivez-vous aussi pour voter pour ces élections. Alors, à propos de participation, une question, là c'est moi qui vais la lire, envoyée par Radio FG. De nombreux responsables soulignent à la fois la colère des citoyens vis-à-vis de la classe politique, mais dans le même temps une envie plus forte de participer aux prises de décision et aux délibérations. Votre campagne pour la région va-t-elle tenir compte de cet appel pour une démocratie plus participative? Et allez-vous, si vous emportez cette région, réformer profondément le mode de gestion?
Oui, totalement. D'ailleurs, c'est pour ça que je pratique que j'ai décidé de partir très tôt en campagne, je vous l'ai dit, sur le modèle de Jacques Chirac en 94, et de parcourir tous les territoires, parce que je veux être la candidate des solutions, et que les solutions ne sont pas chez les experts. S'ils y étaient, ça fait longtemps qu'on les aurait, elles sont sur le terrain. Et on le voit bien, cette proposition de carte d'identité dans les transports, elle m'est venue des contrôleurs. Ces inégalités sur le pass Navigo, elles me sont venues des personnes âgées que j'ai rencontrées sur un marché parisien qui m'ont dit on vient de nous augmenter terriblement nos coûts des transports. Aujourd'hui, on prend des transports au ticket parce qu'on peut plus payer le pass Navigo. Donc c'est mes rencontres qui nourrissent mon projet. Et il faut effectivement, et le journaliste qui pose la question a tout à fait raison, organiser un mode plus participatif, y compris pendant le mandat. Et donc moi, je m'engage à interroger mes électeurs franciliens, mes citoyens franciliens, tout au long du mandat sur un certain nombre de sujets qui seront des sujets importants pour leur poser. Par référendum régional. Des référendums. Ce ne sera pas des référendums institutionnels, ils n'auront pas de valeur juridique. Des consultations Internet sur les grands sujets de la région. Parce que je crois qu'aujourd'hui, d'abord, on a les outils pour le faire. Avant, Internet n'était pas suffisamment développé. Mais je pense qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on pourrait obtenir des vrais débats sur les projets franciliens. Prenez par exemple Roland-Garros, l'extension de Roland-Garros, c'est un sujet majeur, un sujet qui est à la fois environnemental mais en même temps un sujet de rayonnement de l'Île-de-France. Il faut qu'on garde Roland-Garros. Comment on fait pour étendre Roland-Garros? C'est un sujet dont on aurait pu débattre de manière interactive. Et pour finir, alors on passe à une dernière question internationale, celle-là avec Loïc Barrière de Radio Orient. Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Je sais que vous soutenez la cause des chrétiens d'Orient. Alors qu'attendez-vous des autorités françaises pour mettre fin à leur calvaire? Par ailleurs, pensez-vous, comme certains de vos collègues républicains, qu'il faut négocier avec Bachar el-Assad pour lutter contre Daesh? Alors vous savez qu'effectivement, j'ai pris très tôt, il y a 1 an maintenant, la tête d'un groupe de défense des chrétiens d'Orient à l'Assemblée nationale, parce que personne ne se rendait compte du martyre de ces populations et que je pensais que c'était profondément, j'allais dire, au cœur de l'âme française, de défendre la liberté de croyance et la liberté des minorités persécutées par Daesh, que ce soit d'ailleurs les chrétiens d'Orient ou les yazidis, les animistes et les turkmènes chiites qui sont eux aussi persécutés. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a accueilli de nombreux réfugiés chrétiens d'Orient en France, et singulièrement évidemment en Île-de-France où il y a une grosse communauté de chrétiens d'Orient. Mais nous avons eu aussi une action diplomatique. Je suis allée en Irak avec François Fillon et nous avons demandé au gouvernement et à Laurent Fabius, qui l'a accepté, qu'on accélère la livraison d'armes aux forces kurdes. On a donc armé les Kurdes. Aujourd'hui, nous avons des actions ciblées, mais on voit bien que ça ne suffit pas. Alors, la question de la négociation avec Bachar el-Assad est une question extrêmement compliquée. Je n'oublie quand même pas que Bachar el-Assad est d'abord un dictateur sanguinaire qui a massacré son peuple. Et donc, c'est une question qui est extrêmement sensible. Et moi, je crois que cette question des chrétiens d'Orient, elle doit se traiter au niveau de l'ONU. Elle doit se traiter sous mandat international de l'ONU, et d'où tout le combat que mène Laurent Fabius avec beaucoup de détermination, et je tiens à le saluer, auprès de l'ONU pour obtenir un mandat international qui permettrait de venir protéger sur le terrain les populations. Autre question internationale qui s'adresse toujours à la parlementaire que vous êtes. Vous avez entendu parler de cette affaire de liste de la Russie contre un certain nombre de personnalités, dont Bruno Le Roux, pour l'interdire d'entrer en Russie. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que Claude Barthelone, justement, qui propose éventuellement d'annuler carrément la mission de parlementaires français en Russie? C'est la moindre des choses. Vous imaginez faire un déplacement officiel en Russie sans le président du groupe d'un parti politique? C'est impossible. Donc je pense qu'effectivement, il n'est pas envisageable que Bruno Le Roux soit interdit de voyage. Et donc que des parlementaires français se rendent en Russie? Et bien entendu que des parlementaires français se rendent en Russie sans Bruno Le Roux s'ils souhaitent venir. Et une réaction plus globale à cette liste et aux autres interdits, ça vous surprend? Nous avons une relation qui est extrêmement compliquée avec la Russie, mais en même temps, nous soutenons un processus de paix en Ukraine qui doit absolument voir le jour et être respecté. Christophe Joly. Une dernière question sur votre blog, l'onglet Le Labo des idées.
renvoie vers un lien inactif suspendu. Est-ce que le labo est en panne d'idées ? Non, mais c'est parce que le labo, c'était un think tank que j'utilisais pour parler des sujets au niveau national. Et aujourd'hui, vous avez bien compris que je décline toutes mes idées sur un laboratoire, un nouveau laboratoire, puisque vous des idées régionales. Le laboratoire des idées pour la région, parce que je crois que les régions sont en réalité finalement un laboratoire de ce qu'on pourrait faire si on dirigeait la France. Quand je dis région modeste qui dépense moins, qui gaspille moins, on arrête la gabegie, on arrête le clientélisme, on se refocalise sur l'investissement au lieu d'aller sur des dépenses qui n'ont pas de vrais prix, qui ne répondent pas aux vraies priorités des Franciliens. Tout ça, c'est finalement ce qu'on pourrait faire plus largement à l'échelle de la France. Alors Valérie Pécresse, on arrive à la fin de cette émission. Vous êtes une femme, ça n'échappera à personne. Il y a un débat régulièrement qui surgit sur les questions du féminisme. Alors vous étiez d'ailleurs vous-même plus ou moins ciblée par Nicolas Sarkozy dans une petite phrase qui a fait réagir lorsque vous bavardiez, paraît-il. Lors d'une réunion, il a dit « La parité c'est bien mais c'est bruyant ». Est-ce que vous avez apprécié cette remarque ? Vous savez, je suis viscéralement féministe. Et mon féminisme s'est ancré dans mon contact avec les hommes politiques. Je n'en dirai pas plus. Ah bon, non, mais la vérité, c'est que beaucoup d'univers de pouvoir sont encore extrêmement machistes. Mais Nicolas Sarkozy, il est machiste alors ? Mais pas. Non, mais là, pas en plus l'occurrence, que d'autres, c'est ça ? Là, en l'occurrence, c'était une petite phrase. Je tiens à préciser que je bavardais avec des hommes. Donc c'est. Ah ouais, mais oui, exactement. Non mais attendez, moi je vais vous raconter une histoire qui va vous faire sourire, ça n'a rien à voir avec la politique, mais quand j'étais pensionnaire quand j'étais jeune dans un pensionnat mixte et quand une fille était prise dans la chambre d'un garçon, elle était renvoyée. Quand un garçon était pris dans une chambre de filles, elle était renvoyée. Parce que les filles étaient considérées comme une source de perturbation. Donc il y a un moment, il faut que on change de regard. Les femmes ne sont pas. Mais ça, vous l'avez dit à Nicolas Sarkozy ou pas ? Parce que quand même. Voilà, il vous interpelle, vous, alors que vous bavardez avec des hommes. Non, j'ai fait mieux. Quelques jours plus tard, un de mes collègues que je ne nommerai pas a fait bruyamment tomber son micro en bureau politique de l'UMP et j'ai dit, la parité, c'est vraiment bruyant. Et ça fait sourire Nicolas Sarkozy ? Ça fait sourire tout le monde. Ça fait sourire tout le monde. Ramayad, d'ailleurs, dans Metro News, je cite mes sources, a dit que Nicolas Sarkozy s'était servi des femmes pour gagner son combat en 2007. Alors là, je ne laisserai pas dire ça. Nicolas Sarkozy a été le premier président de la République à oser mettre cette femme ministre plein dans un gouvernement. Qu'il en soit remercié. Il nous a fait confiance du début jusqu'à la fin. Il m'a soutenu du début jusqu'à la fin quand j'étais avec des manifestants pendant 9 mois et quand tous les machos demandaient ma place. Donc on ne peut pas accuser jamais Nicolas Sarkozy de machisme et de misogynie. Ça n'est pas vrai, en tout cas il l'a prouvé. En tout cas, d'accord. Bon, merci beaucoup Valérie. Je ne dirais pas de la même chose de tout le monde, mais là en l'occurrence, d'accord. il l'a prouvé. Moi je me demande des preuves d'amour. Vous savez, les déclarations d'amour, ça ne me suffit plus. Merci Valérie Pécresse d'avoir été l'invitée du rendez-vous politique des Indes Radio, Metro News et LCI.